Merci. Et effectivement, alors j'avais un petit peu travaillé sur la place des émotions dans la question de l'engagement. Mais en même temps, j'ai préféré partir à chaud de tout ce qu'on avait vécu pour voir quel était le sens plus précis de ces émotions dans les mobilisations citoyennes en lien avec la situation écologique, qui m'amenait aussi à repenser cette spécificité des luttes écologiques où les émotions qui sont suscitées par les bouleversements sont liées à un environnement que l'on partage plus qu'à un État ou à des gouvernants. En tout cas, ces émotions peuvent être liées à ces gouvernants, mais aussi à cet environnement commun, donc ça complexifie un peu le problème. Et parce que tout ça m'a beaucoup intéressée, j'ai pas mal d'hypothèses à vous présenter, et donc voilà, ça permettra d'ouvrir la discussion. Alors je voulais commencer par un bref panorama, un paysage des émotions qu'on peut trouver en chacun de nous, qu'on a vu émerger aussi au moment de nos discussions après les ateliers, et je trouvais que c'était assez intéressant de voir d'une séance sur l'autre quelles émotions apparaissaient. Donc comme la colère et même un désir de violence ou de désobéissance, l'indignation face à l'État, à sa police, aux grands groupes d'intérêt économiques, face à la science, du désespoir aussi, ou en tout cas un sentiment d'impuissance, à voir comment on les distingue, de la peur face à l'avenir, mais aussi un certain espoir lié justement à nos actions possibles, de la joie à échanger, à imaginer ces actions possibles ensemble, à être engagés ensemble, et peut-être plus en profondeur, ou peut-être que c'est ce qui peut nous motiver aussi, un désir de vivre mieux, de vivre plus libre, plus heureux, à définir ce que ça veut dire se vivre mieux. Et il me semble que ce désir de vivre bien, en tout cas, il est important à prendre en compte. Donc voilà, un paysage évidemment non exhaustif de ce champ affectif, afin de bien penser, mais aussi justement de bien sentir de quoi il est question et quelle est cette diversité d'émotions qui nous traversent, positivement ou négativement, qui peuvent susciter, augmenter nos capacités d'action, ou au contraire les amoindrir de manière plus ou moins immédiate dans ces différents cas. En tout état de cause, ce que l'on peut constater au début de cette réflexion, c'est que cette dimension sensible, affective, elle est indéniable, on ne peut pas la nier dans notre existence, et qu'elle est immédiatement et toujours liée à tout ce que l'on vit, tous les événements que l'on traverse, mais qu'elle est aussi très liée à notre capacité de comprendre le monde et d'y agir. Et on va voir pourquoi c'est important de rappeler ce lien entre sentir et comprendre. Puisque, précisément, ces émotions ont eu tendance à être exclues du champ politique et social et du champ d'étude des pratiques sociales et politiques et de l'étude des mouvements sociaux qui nous intéressent. Alors, pourquoi? C'est ce que je vous propose de voir dans un deuxième temps d'introduction. C'est lié à cette histoire trouble des émotions qui conduit à leur exclusion, leur discrédit, leur ignorance ou leur camouflage. Petit retour en arrière, l'étymologie d'émotion, c'est ex moveo ou es mouvoir, c'est-à-dire ce qui met en mouvement. Ce que je trouve génial déjà. L'émotion, c'est cet événement sensible en nous, ce que nous éprouvons, qui immédiatement nous met en mouvement. Qui ne veut pas forcément dire qu'on est acteur, parce que ça peut être en réaction à quelque chose. Mais en tout cas, cette émotion, elle nous met dans une dynamique, une certaine attitude. Donc, nous éprouvons de la peur, nous fuyons, ou nous nous défendons. Et pour nuancer un peu cette mise en mouvement, comme je le faisais déjà, les termes d'affect et de passion, qui sont un peu plus anciens dans cet ordre de la vie affective, insistent sur ce fait que l'émotion est suscitée en nous par une cause extérieure. C'est quelque chose qui m'affecte. La passion, ça vient aussi du latin patior, ce que je subis. Donc, tout ce champ affectif, il vient d'abord des effets que produisent en nous d'autres choses. Donc, par exemple, l'intensité de la colère que peut susciter en nous la violence policière peut nous submerger et être vécue même de manière passive et douloureuse
par nous-mêmes. Deuxième élément de compréhension du terme, jusqu'au XVIIe siècle, le terme d'émotion, il s'utilise toujours au pluriel pour désigner l'agitation populaire et les troubles sociaux. Hyper intéressant. Et de manière péjorative, on s'en doute. Et c'est seulement Descartes au XVIIe siècle qui l'introduit dans le domaine affectif, privé. Donc, qui passe des troubles sociaux aux troubles du corps, des désordres populaires aux désordres du corps. Et dans les deux cas, dans le corps social comme dans le corps individuel, les émotions troublent les hommes et s'opposent, du coup par distinction, avec un agir et une vie rationnelle. Ce dualisme entre raison et sentiment, mais aussi entre corps et esprit, qui va être accentué, martelé par Descartes, dont nous sommes les héritiers, il est extrêmement profond et ancré dans la culture occidentale, au point que les découvertes des neurosciences, que pourtant nous reconnaissons avec ferveur, ces découvertes des neurosciences, elles attestent que la dimension sensible est essentielle et qu'elle impacte notre capacité à comprendre, à délibérer et donc à choisir. Mais ce dualisme, je disais, est tellement ancré profondément qu'il est toujours là et qu'il conduit à exclure les émotions au nom de cette raison que l'on vise. Donc elles sont considérées, ces émotions, comme irrationnelles, non pas seulement comme étant différentes de la raison, ce qui serait très intéressant et qui permettrait, comme le proposait Isabelle Stengers, de s'intéresser à une autre manière d'aborder le savoir, mais elles sont considérées comme irrationnelles au sens de contraire à la raison. Et ce dualisme, il est renforcé de différentes façons par précisément le développement de la science, qui se veut objective et écarte de ce fait les émotions, mais aussi toutes les questions morales. Et malheureusement, nos sciences humaines contemporaines, elles prennent pour exemple et pour modèle les sciences dures, donc elles redoublent cette exclusion dans le champ qui est le leur et qui devrait être celui précisément des émotions et de la question morale. Et puis, deuxième renforcement, par une certaine manière de vivre la démocratie. C'est-à-dire que par l'institutionnalisation du conflit, par la place qui est donnée à des organisations de défense d'intérêts, on est conduit à écarter à tout prix les émotions, et notamment la violence auquel elles peuvent conduire, ou en tout cas que l'on craint. Bon, ça c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Ce qui me semblait intéressant pour comprendre la possible nécessité de réintroduire les émotions, outre le fait que ça peut nous intéresser, c'est que ce bannissement des émotions, il a des conséquences dramatiques, aussi bien pour les gouvernants et l'organisation de nos institutions, c'est-à-dire sur la manière dont on organise nos gouvernements, que sur nos mouvements sociaux. Pourquoi ? Parce que du côté des gouvernants, on parvient à une politique qui est soit utopiste, où on considère que les individus sont des agents rationnels, capables de choix stratégiques. C'est le modèle sur lequel se fonde une grande partie de l'économie. Donc, politique utopiste qui fait abstraction de toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Ou alors, peut-être pire encore, une politique satirique et autoritaire, qui, connaissant les émotions qui traversent les hommes, discrédite ces passions, et du coup impose des lois et des modes de gouvernement aux citoyens pour canaliser ces émotions. Mais du côté des protestataires, c'est ce que je découvrais et que je trouve particulièrement intéressant, les conséquences sont très lourdes aussi. Parce que pour pouvoir justifier le bien fondé des mouvements sociaux, ils sont passés par la rationalité. C'est-à-dire qu'ils ont cherché, ces différents militants et contestataires, à montrer la rationalité de leur mouvement. Et donc eux-mêmes à exclure les émotions. Ce qui rend d'autant plus difficile de les faire revenir dans ce champ d'études, puisque c'est par une stratégie de défense intellectuelle que ces mêmes militants ont cherché à les mettre de côté, ces émotions, pour se mettre en fait au diapason avec les critères qui n'étaient pas les leurs au départ. Voilà, l'introduction assez large, qui me permettait de nous demander ensemble, comment est-ce qu'on peut prendre à nouveau en considération ces émotions? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire en vue de ces mobilisations citoyennes? Et mon hypothèse,
c'est que les émotions permettent de faire corps. Qu'est-ce que j'entends par là? Premièrement, pour chacun de nous, de se constituer un corps plus libre et plus puissant, dans la mesure où prendre en compte nos émotions, mais aussi du coup apprendre à en faire bon usage, ne plus seulement les vivre comme des passions, mais aussi comme des émotions mettant en mouvement de manière active, on pouvait faire du corps non plus ce lieu de désordre irrationnel, dont on craint toujours les débordements, mais un lieu d'appréciation du réel. Nos émotions, elles nous permettent d'apprécier ce qui se passe autour de nous. Et un lieu aussi d'acquisition d'aptitudes. Tout ce que je vis émotionnellement, ça me permet de développer une manière d'agir. Et deuxièmement, cette hypothèse des émotions comme permettant de faire corps, elle peut prendre sens au niveau collectif de faire corps avec d'autres, c'est-à-dire de se constituer un corps social, qui là aussi peut devenir un corps plus puissant et plus libre dans la mesure où on s'associe par des émotions communes. Donc autrement dit, la question, ça pourrait être celle-ci. Quel corps collectif suppose des mobilisations citoyennes? Quel corps collectif contribue-t-elle à forger à travers ces émotions qui sont vécues dans nos corps singuliers, dans chacun de nos corps et entre nos corps singuliers? Alors je propose de m'appuyer principalement sur la philosophie éthique et politique de Spinoza, d'une part parce que je l'ai étudié et que je l'apprécie, mais d'autre part parce que je trouve qu'il est particulièrement intéressant sur ce sujet dans la mesure où il répond directement à Descartes. Spinoza, il arrive juste après Descartes. Et donc, en réponse à Descartes, il va réinterroger et réinterpréter ce dualisme corps-esprit, qu'il va remettre en question. Et donc, il va déplacer aussi cette opposition émotion-raison, pour montrer notamment que la raison, elle s'accompagne d'émotions, mais d'un certain type d'émotions. Deuxième raison de convoquer Spinoza, c'est que justement, il prend en compte ces émotions dans le champ politique, social et éthique, en expliquant leur rationalité propre, c'est-à-dire en expliquant la logique des émotions et des actions qui peuvent en résulter. Et puis, cette explication rationnelle des émotions, elle lui permet aussi à Spinoza de ne pas juger les hommes, mais justement de chercher à les comprendre et de les aider à en faire bon usage. Donc c'est là qu'il me semble pouvoir être un allié pour nous. Et ici, c'est ce qu'on appelle le réalisme politique et éthique, qui consiste à accepter que les hommes sont traversés d'émotions qui peuvent être des passions débordantes, et à voir quel usage on en fait en vue de la liberté. Donc la réflexion que je vous propose, c'est dans un premier temps de comprendre le problème de la peur et de la colère quand elles sont solitaires et diffuses. Donc de voir malgré tout qu'est-ce qui peut poser problème dans les émotions que l'on a. Deuxièmement, de voir comment la certitude de la mort que l'on peut percevoir dans certaines situations, mais aussi le dégoût, et à une échelle collective l'indignation, peuvent justement participer à faire corps de manière collective et à nous permettre de résister. Et enfin, dans un dernier temps, d'étudier l'amitié et le désir de liberté comme des affects positifs qui peuvent venir contrebalancer mais aussi renforcer l'action par rapport à ces affects plus négatifs que sont la peur, la colère, le dégoût, l'indignation. Ça va? Alors, premier aspect, donc voilà, je me suis dit en fait, au début, peut-être si voilà, un tout petit partage de réflexion, au début je me suis dit, je vais partir de ce que nous font nos émotions, ce qu'on fait de nos émotions, possible manipulation par l'État, possible usage par la sensibilisation, et ce que l'on fait de nos émotions. Et puis ça m'a semblé plus intéressant de faire le parcours à travers les émotions elles-mêmes, pour voir justement comment est-ce qu'on peut passer d'une émotion à l'autre. D'où le fait que nous commencions par le problème de la peur et de la colère, quand elles sont vécues de manière solitaire et diffuse. Pourquoi c'est un problème? Alors même qu'on pourrait penser d'abord que certains affects, bien qu'ils soient négatifs, amènent à s'engager pour résister à une situation qui nous déplaît, voire qui nous devient insupportable.
la peur que l'on éprouve face à l'avenir et au manque possible de ressources vitales peut devenir vertueuse si justement elle nous pousse à changer nos modes de vie. C'est l'hypothèse que va suivre Ancionas, par exemple, qui va montrer que la peur de l'avenir peut être vertueuse. Seulement, il y a deux limites à ce recours à la peur et à la colère, c'est que ce sont des affects tristes. Et là, justement, dans le cadre de la pensée spinoziste, les affects tristes, ce sont des affects qui diminuent notre puissance d'agir et de penser. Donc c'est très ambigu d'avoir recours à ces émotions parce que, en même temps qu'elles peuvent nous permettre de réagir, elles diminuent notre puissance d'agir. Parce que quand on est dans la peur ou dans la colère, ça nous attriste en fait. Donc on est amoindri. Et la deuxième limite, c'est que tant que ces affects restent isolés et passagers, chacun de nous vit la peur, ils ne permettent pas, ces affects, de configurer de nouvelles dispositions à agir. Donc, je disais isolé, chacun de nous vit la peur, et de manière diffuse ou discontinue. Pourquoi ? Parce que les émotions, leur propriété, c'est justement de changer, d'être brève. Donc, bien sûr, on a peur de l'avenir, mais on n'a pas peur en continu de l'avenir. Il y a plein de moments où on va profiter du plaisir de partager un moment avec des amis, on va profiter de la beauté d'un paysage, on va même profiter du plaisir peut-être relatif de faire un achat compulsif, qui est un plaisir un peu provocateur, mais qui est intéressant parce que c'est peut-être un plaisir sur le moment, mais qui contribue à la société qui précisément conduit à cet avenir que nous redoutons. Et c'est un plaisir qui est peut-être directement lié à cette peur, en fait. Si on considère que la peur, c'est une tension psychique qui peut être résolue par une action de l'ordre compulsif. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais ça me semble intéressant d'étudier la diffusion massive des comportements addictifs dans notre société, qui sont une manière d'avoir un plaisir rapide, efficace, qui répond à ces affects tristes, difficiles à vivre, qui pourraient être autrement, alternatives à ces comportements addictifs, des moteurs d'une action citoyenne. Je referme la parenthèse. Pour y revenir d'une manière détournée, en insistant sur le fait que les gouvernements et les grands groupes d'intérêt jouent de ces dispositions affectives qui sont les nôtres, en justement jouant sur cette alternative cette alternance plutôt, entre la peur et le plaisir. Et ça, c'est un principe ancien, du pain et des jeux, permet de supporter très bien une servitude diffuse. Massive mais diffuse, c'est le problème. Et donc Spinoza lui-même, il montre que sous un État autoritaire, les citoyens, qui dans ce cas-là sont plutôt des sujets, sont dans un état de solitude. C'est-à-dire que chacun éprouve la peur, alors là qui vient de l'état autoritaire, et on peut voir comment la peur de l'avenir dans la situation écologique est un peu différente. Donc chacun éprouve cette peur de manière solitaire, et du coup l'éprouve de manière ponctuelle. C'est-à-dire que le corps social n'existe pas, que les individus sont sans lien, et que les émotions ne se partagent pas. Au moment où j'ai peur, je ne sais pas que vous avez peur. On comprend implicitement qu'il faudrait que l'émotion de colère soit partagée et devienne un sentiment plus durable pour qu'il y ait insurrection, ou pour qu'il y ait au moins constitution d'un corps collectif. Et donc c'est là qu'intervient peut-être cette différence entre l'état autoritaire et la peur face à l'avenir, parce que finalement peut-être que la peur face à l'avenir dans les bouleversements écologiques, ils se font sentir plus durablement pour chacun de nous. Donc il y a peut-être déjà une possibilité de faire durer l'émotion qui nous fait agir au plan individuel. Mais en tout cas, si on en reste à ce problème de l'isolement et de la ponctualité, on peut chercher qu'est-ce qui permettrait justement cette collectivisation de nos émotions pour permettre la constitution d'un corps social. Et je vous propose qu'on le voit dans un deuxième temps à propos de l'indignation comme source de mobilisation collective, mais que je mettrai en rapport juste avant avec la certitude de la mort et le dégoût, qui serait une source de mobilisation individuelle. Les trois émotions, certitude de la mort, dégoût et indignation, pouvant être des capacités de résistance. Alors,
Premièrement, pourquoi est-ce qu'on va parler du dégoût, qui peut paraître à première vue un peu loin de notre question? Eh bien, parce qu'il me semble que c'est une émotion intéressante pour comprendre en quoi le corps, par les émotions qu'il éprouve, peut être ce lieu d'appréciation du réel. Pour nous-mêmes, mais aussi parce que nous sommes semblables aux autres, pour tous. Le dégoût, qu'est-ce que c'est? Spinoza, il vient tout à la fin de la partie qu'il consacre aux affects. Donc dans toute cette partie, il montre plutôt comment les affects sont suscités par l'extérieur et comment ils s'enchaînent les uns aux autres. Et tout à la fin, il ajoute cet affect particulier du dégoût, qui est assez particulier par le fait qu'il vient d'un changement de notre propre corps. Parce que j'ai pris plaisir à quelque chose, le plus simplement possible, parce que j'ai pris plaisir à manger quelque chose, au moment où j'arrive à la satiété, l'état de mon propre corps change et je peux basculer dans le dégoût. Alors, comment est-ce qu'on revient à notre histoire de crise écologique? Parce que ce qui m'intéresse là, c'est l'idée de seuil et de changement corporel. C'est-à-dire que l'émotion peut devenir source d'action quand elle passe un seuil suffisant qui crée dans notre corps un changement qui nous pousse à l'action. Et ce seuil, il peut être franchi de la même manière lorsqu'on prend conscience que notre mode de vie, suivi jusqu'ici, peut nous conduire de manière certaine à la mort ou à la souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que chez Spinoza, la mort, c'est pas seulement la mort physique, mes fonctions vitales s'arrêtent, mais c'est aussi et peut-être surtout la mort psychique, affective. C'est-à-dire que si j'en viens à vivre une vie insupportable, c'est comme si j'étais mort. Et donc, au moment où je prends conscience que le mode de vie que j'ai jusqu'à maintenant me conduit à cette mort certaine, là, il peut se faire un déclic, là peut se passer un seuil où je vais chercher comment agir, comment changer précisément ce mode de vie. Et donc, c'est là qu'il me semble que ce moment de dégoût, alors qui n'est peut-être pas directement lié à la crise écologique, quoique, en fait, en continuant d'y réfléchir, je me disais, mais en fait, peut-être qu'il y a une forme de dégoût éprouvé, c'est-à-dire de saturation éprouvée à l'égard de cette société de consommation, par exemple. Ou de saturation éprouvée à l'égard de l'adhésion que l'on avait jusque-là pour certaines formes politiques. Bon, c'est une hypothèse et une piste à creuser, mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est voilà, comment est-ce que ce changement intérieur dans notre corps peut nous conduire à agir différemment et précisément de manière plus active et libératrice soit dans un engagement personnel de changement de vie, soit dans des mobilisations citoyennes. Deuxième étape, comment est-ce qu'un affect du même ordre peut conduire à cette constitution du corps collectif? Et c'est là que l'indignation est intéressante, parce que l'indignation, c'est, alors je vais reprendre la définition précise, la haine que nous éprouvons pour celui qui fait souffrir notre semblable. Alors la haine ou la colère ou le sentiment d'injustice qui peut nous saisir lorsqu'on voit quelqu'un ou quelque chose qui fait souffrir mon semblable. Et parce que l'autre me ressemble, je suis capable d'éprouver cette souffrance et donc ce rejet de ce qui me fait souffrir. Et donc c'est là que ça devient intéressant parce que par un système que Rousseau par exemple va appeler d'empathie, une émotion peut devenir commune. Pas parce que chacun de nous a peur ou chacun de nous souffre et que tout à coup on en parle, mais parce que le fait de voir l'autre souffrir fait que moi-même, je peux éprouver la peur ou la colère qu'il éprouve lui-même au contact de cette souffrance. Tout ça pour dire que peu à peu, on peut avoir des affects communs, mais aussi, parce que c'est pas moi qui souffre à ce moment-là, des affects complémentaires. C'est-à-dire que l'autre qui souffre, il peut être justement dans un sentiment d'impuissance. Mais moi, voyant l'autre souffrir, j'ai de l'empathie, mais je garde aussi mes forces vitales, mon énergie pour agir.
Et donc là, je découvrais un ouvrage que j'ai pas encore entièrement lu, mais que je ne résistais pas à vous partager, sur la disparition dans l'espace public du cri de justice, ou du cri judiciaire. Et donc là, le sociologue qui étudiait ça montrait comment, au cours du Moyen-Âge, de la Renaissance, et encore assez tardivement en fait, au sein de l'espace public, face à une injustice, il pouvait y avoir un cri proféré par la foule en fait, de réaction immédiate à cette injustice, et qui du coup convoquait immédiatement les instances de justice. Ou alors, cri d'injustice face à ces instances qui sont là pour instaurer la justice au sein de la société et du coup les remettre en question. Et donc je trouvais très intéressant de se dire, mais en fait, si ce cri de justice immédiat peut permettre déjà un rétablissement ou en tout cas un réajustement de nos institutions, mais mettons en œuvre à nouveau ce cri de justice public, faisons entendre ces émotions qui sinon restent individuelles et demandent tout ce processus de constitution du corps social. Là, il y avait quelque chose comme une cristallisation immédiate, alors, qui a fait très peur, et a raison, parce que c'est ça aussi qui crée les mouvements de foule pouvant conduire au lynchage. Et heureusement voilà, qu'il y a une certaine régulation des émotions de la foule. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se réapproprier de ce cri de justice comme on se réapproprierait la lamentation du cœur tragique dont nous a parlé Isabelle Stengers, pour faire entendre publiquement une émotion partagée collectivement. Et pour faire exister publiquement le corps social que nous pouvons constituer, et qui est beaucoup plus fort que chacun de nos corps individuels. Voilà donc de manière très rapide comment on pourrait parvenir à initier, faire émerger un début d'insurrection. On passe du sabotage à l'insurrection, n'ayons pas peur. On pourra nuancer dans la discussion. Mais voilà, peut-être déjà dès maintenant une nuance à apporter parce qu'il me semble que cette cristallisation immédiate, elle peut conduire à constituer des corps collectifs qui vont en réalité être figés autour d'un complexe affectif qui n'a pas beaucoup de flexibilité, qui n'a pas beaucoup de souplesse, qui est bien souvent ce complexe affectif, la haine et l'amour. La haine contre ce qui nous attaque, contre ce qui nous fait souffrir, et parce que cette haine est commune, on est fort ensemble, mais aussi l'amour, par les intérêts communs que l'on découvre ensemble par cette constitution du corps collectif. Et ce complexe haine-amour, on le voit très bien dans les tendances communautaires, voire identitaires. C'est quelque chose qui est très fort, parce que ça lie extrêmement étroitement les individus, qui n'ont plus chacun des émotions semblables, mais qui ont des émotions communes. C'est-à-dire que face à un adversaire, on a tous ensemble cet affect de haine. Et ça, de nouveau, Spinoza l'étudie très bien en montrant ce qui se passe dans l'histoire du peuple juif, qu'il étudie par l'Ancien Testament simplement, où le peuple juif, qui est un tout petit peuple, réussit à résister très très bien et assez longtemps à tout un ensemble d'attaques des peuples voisins qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants. Donc Spinoza il s'interroge, il se dit mais qu'est-ce qui fait que ce tout petit peuple a une telle puissance de résistance? Eh bien, en raison de cette structure affective, fondée sur le rite, sur la croyance commune, sur des pratiques communes quotidiennes, qui font que toute cette vie tellement nouée au sein du corps social, crée ce corps extrêmement puissant, extrêmement résistant aux invasions. Mais la difficulté, c'est que ce corps très puissant, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de souplesse. Donc, il peut très bien résister frontalement, jusqu'au jour où il éclate. Ou alors, il peut très bien résister frontalement, mais il n'y a pas beaucoup de liberté, de souplesse intérieure qui assure la liberté des individus. Et ça, c'est un principe ancien, du pain et des jeux, permet de supporter très bien une servitude massive, diffuse. Mais ça vient à assembler nos forces que par ce mode fusionnel de constitution du corps collectif, on perd la liberté des individus dont on a besoin aussi, je crois. Donc face à ce double risque, il faut trouver un autre type de lien et de constitution du corps collectif pour mobiliser
ces modes de résistance et de création d'autres modes de vie dans la situation qui est la nôtre. D'où, pour terminer assez rapidement, cette ouverture vers l'amitié, la reconnaissance du juste qui est en l'autre et le désir de liberté, qui permettrait de constituer la communauté de manière plus libre et de la fonder sur des affects positifs qui du coup augmentent la puissance d'agir et de penser du groupe, mais aussi de chacun des individus. Alors, la reconnaissance d'un désir de justice en l'autre, c'est-à-dire que percevoir chez l'autre qu'il est aussi en train d'aspirer à un monde plus juste, ça me lie à lui quand moi-même j'ai ce désir de justice. Et ça, si on revient à Spinoza, on peut le voir dans ce qu'il dit des martyrs justes. Alors, sans aller jusqu'au martyr, en tout cas, voir quelqu'un qui s'oppose à l'État ou qui conteste la situation que l'on vit et qui est prêt à s'engager jusqu'au bout pour ce désir de justice, ça a valeur de témoignage. Le sens premier de martyr, c'est témoignage. Donc, indépendamment du fait d'être prêt à mourir, on va le dire de manière plus soft, celui qui est prêt à s'engager témoigne de ce désir de justice qui peut devenir commun, ou en tout cas qui peut mettre en commun le désir de justice qui peut nous habiter chacun. Deuxième désir qui peut être mis en commun, c'est le désir de liberté. Donc là aussi, que l'on peut trouver chez chacun, mais qui peut aussi guider tout un peuple. Et là aussi, je trouve que c'est assez intéressant l'analyse qu'en fait Spinoza lorsqu'il dit que le peuple découvre ce qu'est la liberté lorsqu'il s'engage pour cette liberté. Et donc ça rejoint aussi toute une discussion qu'on a eue, notamment avec Patrick, sur est-ce qu'on doit d'abord se mettre d'accord sur des valeurs communes pour pouvoir agir ensemble. Et en fait, en reparcourant ce passage, je me disais, mais c'est très difficile de se mettre d'accord sur des valeurs parce que personne n'a le même sens. Mais en revanche, si on perçoit en nous un désir, c'est-à-dire si par communauté affective, par communauté sensible, on reconnaît qu'on est attiré vers la même direction, c'est dans l'action qu'on va pouvoir peu à peu définir quelles sont ces valeurs communes qui peuvent nous lier et qui peuvent fonder de manière plus théorique, en tout cas plus réfléchie, notre communauté. Par exemple, pour se donner de nouvelles institutions. C'est ça qui peut permettre le passage d'une émotion à une institutionnalisation qui a du sens. Et puis, troisième et dernier affect auquel je pensais, il y en aurait d'autres, c'est l'implication dans un lien d'amitié. Pourquoi ? Parce que dans le lien d'amitié, j'ai intérêt à ce que l'autre soit libre. C'est-à-dire que, là aussi encore, chez Spinoza, elle est très belle cette notion d'amitié, parce qu'elle peut s'étendre à tout homme potentiellement. C'est celui qui est déjà assez avancé sur le chemin de la sagesse qu'il propose, en tout cas celui qui a déjà suffisamment compris que nous avons besoin de vivre ensemble, et que pour cela nous avons besoin de partager des institutions communes. Celui-là comprend aussi que j'ai besoin que chacune des personnes qui m'entourent parviennent à cette plus grande liberté, c'est-à-dire parviennent à dépasser cette émotion passionnelle qui est seulement réactive et qui me conduit bien souvent à me couper des autres ou à me constituer en petits groupes communautaires rigides, mais au contraire donc d'éviter cela, mais de trouver comment est-ce qu'on passe à des actions, à des émotions actives qui nous permettent de vivre ensemble et de partager cet espace commun. Je le dis très très vite, donc j'espère que ça a encore un sens, on pourra y revenir dans les questions, mais voilà, il me semble que ce lien d'amitié, qui est peut-être un petit peu fade aujourd'hui, pourrait être revalorisé et s'apparenter à d'autres émotions positives que l'on peut trouver dans un engagement commun. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. D'y revenir parce que j'ai juste évoqué le camouflage des émotions sans y revenir. Mais effectivement, ce que je trouvais un petit peu
peut-être forcé dans certaines études sociologiques sur lesquelles je me suis appuyée pour tracer un peu cette histoire trouble des émotions et de leur bannissement, c'est que ça ne montrait pas comment l'État use de ces émotions, en fait. Et oui, il y a toute une stratégie de comment jouer justement sur la crainte qui permet d'asseoir des mesures sécuritaires, ou comment susciter le désir justement pour certaines valeurs, et qui là peut être positif et même essentiel. Et là aussi, Spinoza, il a vraiment... En fait, quand on parle de réalisme politique, on le rapporte aussi à Machiavel, qui lui pensait la gestion des émotions au service du prince, au service des gouvernants. C'est-à-dire que le prince, il doit très bien connaître ce jeu affectif des hommes pour pouvoir le guider, comme on guide un attelage. Donc oui, je pense qu'il est connu. Je pense qu'aujourd'hui, il est parfois malgré tout méconnu et utilisé un peu de manière lourde et pas très subtile parfois. Mais que c'est un aspect essentiel de la politique en réalité. Oui. Et donc il y a peut-être ce double jeu, ce double discours un peu dangereux de les émotions n'existent pas, et en même temps on les suscite et on en fait usage en permanence. Est-ce que c'est ça aussi qui nous empêche de nous les réapproprier, peut-être ? Qu'est-ce que ça veut dire être semblable ? Ouais. Mais par rapport à ce que vous dites, en fait, c'est peut-être ça aussi la difficulté. Justement, peut-être que ces groupes militants, ils ont trouvé une communauté dont je parlais, c'est-à-dire que ça devient une famille, une communauté extrêmement étroite. Mais il me semble que l'enjeu de la mobilisation citoyenne qui a un impact fort sur l'ensemble de la société, c'est comme dans la désobéissance civile, le moment où justement on dépasse la frontière de la communauté active de départ. Et on arrive à transmettre ces émotions ou à convaincre l'opinion publique dans la désobéissance civile par nos actions. Et alors ACT UP, en fait, ça a été beaucoup étudié par ces sociologues des mouvements sociaux pour cette raison, parce qu'ils ont fait un usage des émotions très fort à ce moment-là, et qui, je crois, a permis de, complète si tu vois d'autres choses, mais qui a permis de souder les militants, mais qui a permis aussi de transmettre, de véhiculer des émotions extrêmement fortes, avec de nouveau cette question qu'on a rencontrée sur le sabotage, de jusqu'où est-ce que c'est efficace, et à quel moment ça peut faire peur ou susciter la colère dans l'opinion publique. Là-dessus, sur le rapport à la rationalité, c'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, j'ai l'impression de constater aussi que notre champ public est un champ d'émotions vaste. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on continue à jouer le jeu de la rationalité. C'est-à-dire qu'on continue de faire croire que le critère de légitimité d'un discours, c'est la rationalité. Alors même que les personnes qu'on interroge au nom de leur rationalité ne le sont pas eux-mêmes et sont débordées d'émotions. Et je trouve que c'est là que ça rejoint un peu ce qu'on avait vu avec Isabelle Stengers aussi, où elle dit en fait il y a comme une sorte de jeu de façade de la science moderne qui est elle-même pétrie d'intérêts et de loyautés diverses et variées, où se jouent toutes ces émotions. Mais on continue à imposer ce discours de rationalité qui est la garantie de ce discours-là, en fait. Et en politique aussi, j'ai un peu cette impression. Et donc peut-être que c'est comment... Alors oui, peut-être que les gilets jaunes, en fait, ils ont cette émotion explosive qui du coup, fait aussi exploser cette rationalité pour de bon. Alors, pour de bon, en tout cas, qui vient la confronter beaucoup plus frontalement que comme tu le disais, Anne, l'expression d'émotions qui sont plus policées et qui essayent de rentrer dans ce jeu que tout le monde joue et qui nous renvoie. Donc là, il y a peut-être une ambiguïté, je trouve, à prendre en compte. Et après, sur la question
de l'échelle des émotions, là aussi, il me semble vraiment intéressant de considérer en quoi on pourrait dire un traitement de masse des émotions conduirait à la manipulation et à des émotions un peu grossières. Enfin, voilà, peut-être que ça serait une manière de le dire. C'est-à-dire que pour pouvoir manipuler un grand nombre d'individus, on va faire appel à des émotions voilà, assez grossières et qui relèvent plus de la passion. Et peut-être qu'effectivement, le fait de le vivre de manière interpersonnelle ou individuellement, ça permet de revenir à un travail beaucoup plus délicat des émotions, de pouvoir les distinguer les unes des autres, de pouvoir les articuler les unes aux autres. Et finalement, dans cette philosophie, ce qui permet vraiment de parvenir à la liberté, c'est la complexité émotionnelle, qui vient de la complexité des liens que l'on entretient. Et donc c'est peut-être là que j'ajouterais un élément, l'enjeu c'est peut-être pas tant d'en revenir à du local où on fait corps, avec ce risque de revenir à un corps communautaire, mais d'être en mesure de varier les niveaux de lien et le type de lien, avec la communauté paysanne, avec ma corporation de métier, etc. Et il me semble que du coup là, il y a une possibilité de se réapproprier les émotions à des échelles variables, parce que finalement, peut-être que ça peut avoir un intérêt de partager des émotions communes, vécues singulièrement, à une grande échelle. Oui. En fait, j'aurais répondu dans ce sens-là. Alors, avant de revenir peut-être à Spinoza, avec justement la sociologie des sciences et la philosophie des sciences actuelles, qui justement a essayé de prendre en compte toute cette dimension affective chez les scientifiques eux-mêmes et de voir comment ces émotions peuvent participer à l'élaboration du savoir, ou au moins comment est-ce que le fait de les connaître, de les prendre en considération, permet de faire évoluer nos découvertes. Et peut-être là-dessus, il y a un petit texte que j'ai trouvé magnifique de Marielle Massé, qui vient du milieu littéraire, mais qui s'appelle « Sidérer, considérer ». Et en fait, j'aurais voulu mettre toute cette réflexion sous ce titre. Comment est-ce qu'on passe de la sidération, c'est-à-dire d'une émotion qui me isole, qui me désincapacite, mais aussi qui me coupe de toutes les autres expériences que je connais. La sidération, ça correspond à l'âge classique, à l'admiration, c'est-à-dire ce moment où mon esprit est comme suspendu et je ne parviens plus à faire de lien avec d'autres choses que je connais ou que j'éprouve. Et comment est-ce que, à partir de cette sidération, je peux en revenir à la considération de ce qui existe, mais aussi du coup de mes émotions, pour pouvoir les vivre et l'agencer avec la rationalité. Et chez Spinoza, effectivement, l'enjeu c'est effectivement de revoir ce clivage, et à partir du moment où le corps n'est plus séparé de l'esprit, tout ce qui se passe dans le corps se passe aussi dans l'esprit, et inversement en fait, il n'y a pas de priorité. Ce qui veut dire qu'un réordonnancement des émotions, par une action par exemple, contribue à un réordonnancement de mes idées. Et inversement, les lectures que je fais, alors pas par lien de causalité, mais vraiment par unité de ce que nous sommes. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a une belle issue à ce clivage pour voir comment le développement de mes aptitudes corporelles au jardin, dans la danse, dans une marche militante, le développement de mon corps contribue au développement et au réagencement de mes pensées. Et la liberté, elle vient non pas de l'exclusion des passions, mais de la transformation de ces passions en action. Donc par rapport à d'autres philosophes qui considèrent que certaines émotions sont bonnes et d'autres mauvaises, et qu'il faudrait se détacher des mauvaises pour ne garder que les bonnes, ici, Spinoza, il essaye vraiment de neutraliser cette dimension de jugement, le jugement des hommes, mais aussi de leurs émotions. Et du coup, de considérer que rien n'est bien ou mal, mais que la manière dont on les vit peut conduire à des effets problématiques pour nous, ou à des effets favorables pour nous. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, cette neutralisation du jugement,
parce que ça nous permet peut-être aussi justement, d'être en lien, de se rencontrer autrement que sur ce plan qui arrive très vite en fait. Je peux juste conclure sur le sentiment, parce que c'était la question de départ, et après, ouais, volontiers de continuer aussi. Merci, oui, d'être revenu, c'est effectivement une distinction essentielle à laquelle j'avais pensé plutôt autour de la question du temps, alors qui va sans doute avec l'élaboration, et que le sentiment c'est quelque chose qui dure justement par rapport à cette mouvance des émotions. Et à ce moment-là, si on réintroduit le sentiment comme quelque chose de durable et de plus élaboré, il me semble que c'est important aussi de réintroduire de l'autre côté la sensation, qui justement nous réinscrit dans le corps. Et donc le sentiment, ça pourrait être cette élaboration qui va de pair avec un ordonnancement de la raison, et la sensation qui nous réinscrit dans ce corps. Voilà. Je peux conclure là-dessus et on peut poursuivre. Merci à vous pour votre écoute et les remarques.